Ce soir, je vais vous parler d'un livre qu'on a écrit avec un ami médecin qui s'appelle Jean-François Toussaint, que j'associe à ma conférence ce soir. Jean-François est un spécialiste, c'est un cardiologue qui a été formé aux États-Unis et qui, avec moi, depuis maintenant 5 ans, s'intéresse aux limites physiologiques et génétiques chez l'humain en termes de possibilités pour justement s'adapter aux auto-agressions qu'il s'impose dans ses différents comportements. Donc on a sorti un livre après un colloque au Muséum il y a 2 ans sur le titre en fait « L'homme peut-il s'adapter à lui-même » Jean Dorst, que vous connaissez peut-être, qui était un ancien président du Muséum, écrivait déjà en 65, ça fait un certain temps, il écrivait déjà qu'effectivement c'était une menace importante. Et on estime aujourd'hui que la principale menace qui guette l'humanité, c'est pas des tsunamis, c'est pas le terrorisme dont on nous rabâche les oreilles ou des pathologies infectieuses, ça sera peut-être ça, mais c'est surtout sa capacité lui-même à s'adapter aux conditions qu'il crée en ce moment depuis un certain temps autour de lui. C'est un peu le débat que je voulais aborder avec vous ce soir. Alors je vais démarrer en fait sur 2 images, celle-ci qui me plaît beaucoup, qui a été faite dans les années, il y a 4 ans, en Namibie. Cette jeune fille, elle a 15 ans, elle fait ses courses dans un supermarché. Alors je ne sais pas où elle met sa carte de crédit dans son pagne quelque part, c'est la mondialisation. Et déjà, elle va acheter de l'eau d'évian, dans des bouteilles en plastique qui vous relarguent du bisphénol de type A, à Windhoek, en Namibie. C'est une belle image de ce qu'est la mondialisation aujourd'hui. Et cela, je l'adore. Elle est faite chez vous, mais de l'autre côté, on avait trouvé ce crâne dans un cimetière amérindien des îles de la Reine Charlotte. Et je sais pas, ils avaient vidé les tombes, il y avait un crâne qui était là. Et Dame Nature a fait repousser sur le crâne de la mousse. Et moi qui suis un biologiste, bien sûr, je gratouille tout le temps. Vous savez comment sont les biologistes. Je gratouille ce crâne, ça grouille de colemboles, de coléoptères, de tardigrades. Mais l'humain qui est en dessous n'est plus tellement capable de se rendre compte de ce que c'est que la biodiversité. Et cette image est assez symbolique justement de ce dont je vais parler ce soir. Et ça, c'est la jaquette du livre qui est sorti chez Quae il y a maintenant quelques mois et sur lequel je vais rebondir. Alors, quand on parle de biodiversité, moi qui suis à la tête d'un des 3 plus grands muséums de la planète, vous savez que la plus grosse collection naturaliste au monde, elle est à la Smithsonian, à Washington, à peu près 120 millions d'objets. Et après, vous avez 2 musées à équivalence, 2 anciens musées très vieux, le National History Museum de Londres, et puis le Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, où on a à peu près aux alentours de 70 millions d'objets. L'objet dans nos musées pouvant être tout ce que vous voulez, un ossement humain, ça peut être un papillon naturalisé, un mammifère empaillé comme on dit quelquefois, ça peut être tout ce que vous voulez en fait, comme un minéral bien sûr, un morceau de météorite. Alors cette image on l'a faite lors d'une expédition qui s'appelle Espiritu Santo, qui est une petite île de l'océan Pacifique, dans l'archipel du Vanuatu, où on était en 2006, 150 chercheurs, 4 mois de travail, et on va travailler sur 4 grands écosystèmes qui sont les milieux marins, qui sont le milieu pristine de la forêt centrale d'Espiritu Santo, on n'est jamais rentré, on a failli mourir de faim. À un moment, si on n'avait pas trouvé une vache sauvage, je crois qu'on serait mort de faim, parce qu'il n'y avait rien à bouffer. Quand on est en mer, il y a toujours quelque chose à manger sur le littoral, mais quand on est au centre de la montagne, il n'y a rien du tout. On s'est beaucoup intéressé aux karstes. Ces îles sont très intéressantes à ce niveau-là, et également aux jardins. Je suis passionné par les jardins parce que quand les Lapita trouvent cette île il y a 3000 ans dans l'océan Pacifique, on est au-delà donc de la Nouvelle-Calédonie, on est au sud des îles Salomon, un peu plus bien sûr de l'autre côté à l'est, et là vous avez effectivement des milieux où l'humain est arrivé avec ses cochons, ses poulets comme d'habitude, ses rats et ses souris, et a profondément modifié les écosystèmes. Donc on était très intéressés de regarder ce qui se passait aussi dans les jardins et dans les champs agricoles. Alors cette image, c'est une image de microfaune de l'eau de mer, sur une zone entre 0 et 200 mètres, où on trouve effectivement beaucoup d'espèces nouvelles. Alors est-ce que c'est ça la biodiversité? On pouvait décrire quelquefois plusieurs dizaines d'espèces nouvelles par jour, dans un milieu pristine comme ça. Bon, c'est la diversité spécifique, c'est pas ça la biodiversité. C'est très muséum, mais c'est autre chose que cela. Ça, c'est chez moi. C'est le petit village où j'habite, qui s'appelle Baluns-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales. L'Espagne est juste ici derrière, ça c'est l'Espagne, derrière ici, là. Et là on passe de fond marin à 2 km, il y a 2000 mètres ici dans le canyon de la Casse-du-Thiers, et le sommet du Canigou ici est à 3000. Donc il y a 5 km sur moins de 100 km de différence, du plancher océanique à une montagne assez élevée, et vous imaginez le nombre de niches écologiques qu'on peut avoir là-dedans. Alors vous avez la mer à proximité, ce paysage est très anthropisé, il n'y a pratiquement plus rien en dehors de la vigne. On est en plein dans les cépages, bien sûr, appellation contrôlée, Banyuls-Sécolure, Banyuls-Sécolure, très connu. Alors, et pourtant, chaque mètre carré qui est là vous donne un vin différent. Donc, vous voyez que la biodiversité, c'est pas uniquement le fait de faire un catalogue, c'est largement insuffisant.
On se pose beaucoup la question, nous écologues en ce moment, comment on passe d'un catalogue, d'un inventaire qu'on fait quelque part, qu'on pourrait faire ici avec vous, dans les maritimes. On voyait hier, quand on a volé de Montréal à Québec, une zone très plate, avec aussi beaucoup de villages qui sont extrêmement étendus, avec ces petites maisons individuelles que vous aimez ici au Canada. Bon, on peut faire des inventaires de faune, de flore, de micro-organismes, c'est largement insuffisant. Comment on passe d'un inventaire à une véritable estimation de ce qu'est la diversité biologique? On va y revenir. Alors là, effectivement, si je prends la vigne, écoutez, une seule espèce de plante, et chaque mètre carré qui est là vous donne un vin différent. Vin différent parce que vous avez les cépages, que vous avez la génétique que l'humain a mis sur la vigne depuis 2000 ans dans la région. Alors vous savez que les chardonnays, c'est pas terrible à Banyuls, ni les merlots. Nous, on va travailler sur des carignons, des mourvèdres, des vermentino, des syrahs. C'est ça, les vins corsés du Sud avec beaucoup de soleil. Donc ça, c'est un aspect des choses. Vous avez le terroir du vigneron, qui est la géologie, qui est l'exposition par rapport au soleil, la proximité par rapport à la mer, l'altitude. Tout ça vous fait des choses très importantes sur la qualité du vin. Et enfin, vous avez la vinification. On peut travailler comme en Bordelais, dans des vieilles barriques de chêne, à l'obscurité, à la fraîcheur, mais on adore aussi à Banyuls des grosses bonbonnes de verre en plein soleil. Le vin, il monte à 80 degrés là-dedans. Excellent vintage pour faire des Banyuls. Tout ça, c'est de la diversité biologique, liée effectivement aux bactéries, bien sûr, et aux levures que vous allez utiliser. Donc c'est autre chose qu'un catalogue, et j'adore cette image-là. Elle est faite par mes collègues médecins, à la Pie-Salpêtrière à Paris. C'est le tube digestif d'un bébé humain à la naissance. Et là, vous avez en fait ce bébé humain dans sa maman, qui est pratiquement axénique au niveau de son tube digestif. Il n'y a pas de bactéries dedans. Et au moment où la maman... On a tous été bébés humains à la naissance au moins une fois dans notre vie. Tous ici, garçons et filles, c'est pareil. Et quand la maman met au monde ce bébé, durant le temps de la mise au monde de ce bébé, vous avez les bactéries du tractus génital de la maman qui se précipitent, qu'on a allumé ici avec des sondes moléculaires, et qui vont contaminer dans le bon sens du terme ce bébé. Un bébé humain, il met 2 ans à stabiliser sa flore. 2 années. Et vous êtes uniques. On est tous uniques dans la pièce ici, parce qu'on est ici, issus d'une reproduction sexuée. On peut bomber le torse, on est unique, on peut avoir des frères et sœurs et des jumeaux. Nous sommes différents, et notre flore aussi est différente. Et ça, c'est un point extrêmement intéressant pour moi. Pour moi, il y a 3 grands écosystèmes à étudier aujourd'hui. Une goutte d'eau de mer, qui peut venir de Banyuls, ou qui viendrait ici du Saint-Laurent, un morceau de sol de forêt, et le biome intestinal. Et ça, c'est fabuleux, parce qu'on a récemment fait un pyroséquençage là-dedans. On a trouvé la place pour un peu plus de 1000 espèces de bactéries. Et on en connaît 480. Donc sur un écosystème aussi incroyablement proche de nous, il est au sein de chacun de nous-mêmes, on ne connaît même pas la moitié des espèces. Donc imaginez quand je vous emmène en forêt tropicale amazonienne, ou dans la forêt impénétrable à Burundi, où on était récemment au Rwanda, à la poursuite des gorilles de montagne, où vous avez une diversité absolument fantastique. Et puis bien sûr, ici, vous avez les déserts qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils sont bien sûr, par définition, très pauvre en eau, et la vie, c'est l'eau. La première molécule du vivant, je dis souvent, avant l'ADN, c'est la flotte. Nous sommes faits d'eau. Voilà pourquoi cette eau est si vitale aujourd'hui. L'eau n'a jamais été faite pour laver sa bagnole, c'est pas fait pour ça. L'eau, il n'y a aucune cellule vivante, quelle qu'elle soit, qui n'est pas faite d'eau. Un humain, c'est 2/3 d'eau, un peu moins chez les filles que chez les garçons, c'est comme ça. Les filles ont un peu plus de lipides. Ça fait les rondeurs dont les garçons raffolent, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un peu moins d'eau chez les filles que chez les garçons. Et plus on vieillit, moins il y a d'eau. Donc l'être humain le moins hydraté, c'est une femme âgée à 90 ans, qui a 58% d'eau. Un bébé humain à la naissance, 3/4 d'eau. Le cerveau, on communique grâce au cerveau en ce moment, tous ensemble, 80% d'eau. Vous voyez que cette eau, elle est absolument vitale pour le vivant. Et la vie n'est pas par hasard, est apparue, bien sûr, dans l'océan ancestral. Donc le désert est intéressant, et l'humain a entièrement modifié les écosystèmes aujourd'hui, et voilà comment vit l'humain aujourd'hui. Vous savez qu'en 2007, on a basculé d'un système où il y avait des humains ruraux, on est passé aux humains citadins, et donc on est venu d'un système où aujourd'hui, et dans 20 ans, les 3/4 des humains seront dans des villes. Ces écosystèmes urbains sont extrêmement intéressants pour nous. On a toute une équipe à Paris au Muséum qui s'intéresse à la biodiversité en ville, ce qu'on appelle les sauvages de ma rue. On revient aux plantes, capables de recoloniser en fait ces milieux urbains. On regarde beaucoup les pollinisateurs en ce moment, comment les abeilles se débrouillent avec des paradoxes incroyables. Le miel fait aujourd'hui au Muséum à Paris est de meilleure qualité que le miel qui est fait à 200 km dans la campagne parisienne. Vous voyez que tout n'est pas uniquement intuitif. Je vous dirais souvent que la biodiversité, par exemple, une déprise agricole peut très bien être synonyme de perte de diversité biologique. Donc il faut beaucoup de nuances à reprendre dans tout ça, mais l'humain, bien sûr, a un impact extraordinaire là-dessus, ça c'est clair.
Alors, la biodiversité, d'abord ne jamais oublier qu'elle est partie sur une géodiversité antérieure. Là, vous avez une fabuleuse image d'un truc qui est vraiment moche comme tout, hein. C'est vraiment laid comme tout, c'est noir, c'est comme ça là. Mais quand vous racontez son histoire, vous en pleurez. C'est la météorite d'Orgueil. Sa signature géochimique en isotope du chrome aujourd'hui nous renseigne 4-6 milliards d'années, pas millions. Hein. Ce morceau de caillou est contemporain du Soleil, de la mise en place du Soleil et de la jeunesse de la Terre avant la sortie de la Lune. Et cette géodiversité-là, absolument fabuleuse, parce que la nature existait bien avant le vivant. On me dit maintenant, oui, on est très embêtés, vous, avec les écologues, votre mot biodiversité nous empoisonne, parce que avant j'étais association de protection de la nature. Mais c'est pas synonyme du tout. La nature, elle est là depuis l'origine, depuis le Soleil, depuis le Big Bang, en fait. Hein. Vous avez vu cette fabuleuse image il y a quelques semaines dans les journaux où on nous montre l'image de ce qu'était l'univers 380 millions d'années après le Big Bang, avec aucune particule plus grosse que ça. Hein. C'est que des petits trucs hein, qui se sont agrégés comme ça. La nature, elle est là. Mais la biodiversité ne démarre que quand la première cellule sur la Terre se colonne dans l'océan ancestral, donne une fille, de filles, de filles à l'infini. Si on peut appeler les cellules avoir des filles et des garçons, hein, c'est des A et des B. Le sexe, c'est pas très branchant chez les bactéries. Hein. Il y a une bactérie A, une bactérie B. Elles sont l'une à côté de l'autre, elles échangent, elles font ce qu'on appelle un transfert latéral de gènes. Mais ça, c'est fondamental. Ça a été la plus grande créativité, sans aucun dessein intelligent, entièrement par hasard, dans l'océan ancestral. C'est l'apparition du sexe, bien sûr, chez les bactéries et après chez les eucaryotes. Donc, d'une diversité, géodiversité ancestrale, il y a un très beau livre qui vient de sortir en ce moment, écrit par Bernie Krause, que j'aime beaucoup, qui est un Américain qui s'intéresse au son. Et lui, il raconte des histoires uniquement à travers les sons. Sur un sonogramme, il vous raconte le niveau de pollution d'un écosystème, son niveau de dégradation. Et il a écouté un endroit il y a 35 ans, il l'a écouté il y a 20 ans, il l'écoute aujourd'hui. Pas d'image, au son, il sait que ça ne va plus. Il est dégradé, il est abîmé. Et Bernie Krause nous dit qu'au départ, il y avait une géophonie, il y avait des cascades, il y avait des chutes de roches, il y avait des vagues, il y avait du vent. Et un jour apparaît la biophonie dans cet océan ancestral, les sons des êtres vivants, et beaucoup plus récemment, cette anthropophonie. Et aujourd'hui, on a des coins dans des villes où il n'y a plus que de l'anthropophonie. Il raconte comment les musiques naissent. Les pygmées ne font pas la même musique que le rap ou le hip-hop inventé ici, dans une grande ville au Canada ou en Europe. Donc tout ça est extrêmement intéressant, c'est lié au vivant. Donc sur cette géodiversité apparaît la biodiversité. Et je vous ai mis deux écosystèmes les plus riches au monde en espèces. En marin, c'est une très belle image ici que j'ai faite au sud de la Calédonie. Vous avez les plus hauts niveaux de densité d'espèces. Donc la grande barrière de corail à l'est de l'Australie et le sud de la Calédonie, ce qu'on appelle le triangle d'or pour nous, les Philippines, hein, les Salomon, le Vanuatu et le nord de l'Australie. Et là, vous avez la plus grande richesse marine ramenée à la surface, où on peut avoir plus de 6000 espèces vivantes sur 1 km² d'écosystème corallien. Mais c'est rien à côté du continental. Et si je vous ai mis la forêt impénétrable de Bwindi, on a la frontière entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Et là, vous avez 50 000 espèces vivantes au kilomètre carré. Si je vous emmène en Colombie, vous avez des zones, on connaît 127 espèces d'arbres en Europe. Il n'y en a plus à trouver, on a fait le tour des arbres. Hein. De Brest, Europe et Asie du Nord. De Brest au Japon, 127 espèces d'arbres. On peut en trouver beaucoup de nouveaux, 2 ou 3 peut-être. Hein. Sur 1 km² de forêt tropicale de Haute-Colombie, 700 espèces d'arbres. Et sur un arbre de Colombie, 700 espèces de coléoptères. Vous voyez que là, la diversité spécifique, elle est fabuleuse. Alors bien sûr, après, on peut discuter, est-ce que c'est ça la biodiversité ? En plus, les entomologues, ils adorent inventer des espèces. Alors on me dit, entre le coléoptère, le 323e, qui a une dépression sur le 4e article de l'antenne par rapport à celui d'à côté, je veux bien, hein, mais sa fonction dans l'écosystème est probablement très proche, effectivement. Donc, compté par les espèces, puis c'est Haldane qui disait, en plus, quand on regarde les espèces, dans nos musées, on a aujourd'hui 2 millions d'espèces déposées. 2 millions d'espèces déposées dans les grands musées que j'évoquais tout à l'heure. Je compte tout, hein. Moi, je mets les virus dans le vivant, donc virus, bactéries, protozoaires, fungi, les champignons, plantes et animaux, 2 millions d'espèces. Alors la vraie question, c'est il y en a combien réellement autour de nous ? Tout à l'heure, je vous ai dit, on ne connaît même pas la moitié des bactéries qui sont au sein de nous-mêmes, donc il reste encore du travail. Alors on fait pas mal de travaux, il y a plein de papiers qui sortent en ce moment, on estime le nombre d'espèces dans l'océan et sur les continents. Bon, en gros, on peut imaginer aujourd'hui, de façon extrêmement grossière, hein, peut-être qu'on connaît effectivement 15% des espèces marines et 20% des espèces continentales. Mais ça, on pourra en discuter à l'infini. En tout cas, ce qui est clair, c'est que quand on fait du séquençage massif qu'on fait maintenant, hein, sur des bouts d'océan, sur des morceaux de sol,
ou dans des biomes intestinaux que j'évoquais tout à l'heure, on trouve souvent cette proportion-là, à peu près 20% de séquences connues et 80% de séquences qui ne sont pas connues. Donc ça donne une idée générale, on n'est pas à 10 000 fois plus. Mais ce qui est intéressant, c'est de se poser la question justement sur le rôle fonctionnel dans les écosystèmes. Donc pour définir la diversité biologique, ce que disait notre ami à l'instant, moi le truc le plus simple que j'ai trouvé il y a quelques années quand j'ai pris la présidence du muséum, c'est la fraction vivante du vivant. Bien sûr, donc au sein de la nature, la fraction vivante, ça c'est la biodiversité. Alors voilà, c'est ça la biodiversité. Il m'a cher notre ami Jacques Weber, d'ailleurs je lui dédie aussi cette conférence, quand le pauvre il est chez lui, il est malade en ce moment-là. Et c'est vrai que cette image a été faite au sein de ce que Jacques guidait à un moment qui s'appelait l'Institut français de la biodiversité, il y a quelques années en France. Ça c'est une très belle image de biodiversité. Alors oui, c'est pas des catalogues de papillons ou de coléoptères. On me dit, ouais, votre biodiversité, de toute façon, on n'en a rien à faire du papillon à point bleu et de l'oiseau à point rouge. C'est pas si simple que ça, en fait. Hein. Et que sera, alors en plus, c'est très froggy, c'est très français, un truc comme ça. Hein. C'est quoi un Français? Quand je montre l'image en Chine, ou bien en Argentine, aux États-Unis, hein, sans son pinard, son pain et son fromage, il n'existe pas. Et vous avez une infinité de bactéries, d'acariens, de levures. Cette biodiversité, l'humain l'utilise depuis toujours, sans le savoir. Hein. C'était comme M. Jourdain avec sa prose. Donc c'est vrai que là-dessus, l'humain peut s'amuser à élever une espèce sur les 2 millions connus, une vache ici qui nous pose d'énormes problèmes aujourd'hui. Hein. 1 milliard de vaches. Comme une vache pèse plus que 7 humains, ça fait il y a plus de biomasse de vaches que de biomasse d'humains. Et tout ça pose des problèmes considérables. Pour faire 1 kilo de vache en élevage, il faut 15 mètres cubes d'eau. Je reviens à l'eau que j'évoquais tout à l'heure. Manger beaucoup moins de viande, hein, ça c'est mon discours depuis longtemps, moins de poisson aussi. Hein. Je n'ai pas dit pas du tout. Hein. Je suis viscéralement anti-extrémiste de tout poil. Hein. Ce qui est clair simplement, c'est qu'effectivement, il faut garder un peu de raison là-dessus. Donc tout ça sont des questions de diversité biologique très proches de nous. Alors ce désert que j'évoquais avec l'absence d'eau, cette image je l'ai faite dans le nord du Chili, à la frontière entre le Chili et le Pérou. Vous avez Atacama. Atacama en langue aymara, c'est les pré-incas, ils sont avant les Quechua. Ça veut dire les canards noirs. Et Atacama, c'est, à côté, je dirais que le Sahara est une oasis de verdure. Hein. Il ne pleut jamais. Vous retrouvez des corps humains, pas momifiés, des corps desséchés, qui ont 2000 ans, 4000 ans. Vous avez les pupilles en place, vous avez les oreilles, vous avez les cheveux, vous avez la langue. Il n'y a pas de bactéries. La sécheresse est totale. Et quelquefois, à la périphérie de ce désert, tous les 12 ou 14 ans, lié au phénomène El Niño, il se met à pleuvoir. Et c'est ce qu'on appelle là-bas el desierto florido, qui se produit au mois d'octobre. Lorsqu'on a de fortes années Niño, on le sait à l'avance. Mes amis chiliens m'appellent et ils me disent « Gilles, viens cette année au Chili au mois d'octobre à Copiapó et on va faire des photos fabuleuses de désert fleuri. » Là, vous avez les fleurs, mais imaginez les papillons qui vont avec, les mouches, les hyménoptères, les oiseaux qui viennent là. Ça dure 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, tout s'arrête et ça repart vers l'aridité extrême pendant les 12 années qui vont venir. Ça, c'est un beau morceau d'histoire d'ode aux vivants. Hein. L'eau est indispensable. Et je vous ai mis en bas les êtres vivants qui sont hydratés ou pas. Je vous ai mis ici une méduse marine et un tunicier, 98% d'eau. Et je vous ai mis ici une graine de date, c'est ce que j'ai trouvé de plus sec. Hein. Cette graine de date, vous la remettez dans l'eau, elle vous redonne un petit palmier dattier. Et je vous ai mis ici un petit graphe de physiologiste australien. Tout ce qui n'est pas noir, c'est de l'eau. Donc cette eau, elle est vitale hein, dans toutes les cellules. Et ce qui est fabuleux sur la Terre, qui explique pourquoi la vie elle est là, c'est que l'eau est sous les 3 formes. Elle est bien sûr gazeuse, ça c'est banal, de l'eau gazeuse il y en a partout. Elle est solide, la glace il y en a absolument partout de la glace, bien sûr. La vapeur d'eau il y en a partout, la glace partout. On vient d'en trouver sur Mars encore récemment. Sur la Lune il y a des traces. Et par contre de l'eau liquide, nous sommes faits d'eau liquide, hein, c'est ça la clé, dans la plage thermique que vous connaissez. Donc en fait, c'est Christian de Duve, un prix Nobel, un médecin belge qui a eu le prix Nobel en 1974. Il disait en fait, la Terre était si idéalement placée par rapport au Soleil, et la masse était telle que la vie ne pouvait pas ne pas y apparaître. Pourquoi pas? Et Monod disait, François Jacob disait, l'hypothèse improbable. Bon, il faut choisir un petit peu entre les deux. Aujourd'hui, on a recherché dans l'univers effectivement des planètes situées par rapport à leur Soleil. On a trouvé une bonne cinquantaine capables probablement d'accepter la vie et de permettre à la vie d'éclore une vie très différente de la nôtre. Vous savez qu'on ne recrée jamais 2 fois la même chose. On me dit souvent, est-ce qu'une espèce qui a disparu peut revenir? Non. Parce que, n'oubliez jamais, au cours de l'évolution, si on est là ce soir ensemble, là, donc, je ne sais plus quel jour on est, le 8 mai, donc de l'an de grâce 2013, à cette heure-ci, pour moi il est 1h du matin, vous voyez en ce moment-là, et bien, c'est parce que c'est passé une histoire. On est là, en ce moment, au même moment, à discuter, à s'écouter, à se parler, parce qu'il s'est passé des événements antérieurs. Qui, si
il n'était pas survenu, aurait fait qu'on ne serait pas là. Voilà pourquoi on ne peut pas recréer des choses qui ont disparu. Alors vous imaginez maintenant mon enthousiasme quand on me dit, dans la presse partout, laissons partir la biodiversité, nous en biologie de synthèse on va vouloir créer, et on nous dit récemment on va cloner au Brésil les espèces qui disparaissent dans la forêt tropicale, on peut enlever la forêt tropicale, et puis on va cloner effectivement ces espèces, on veut recloner une grenouille qui a disparu il y a 33 ans. Je ne suis pas du tout contre la recherche fondamentale, ce qui me gêne c'est la philosophie qui va avec, ce n'est pas du tout le fait de faire cette recherche fondamentale. Et on se heurte en France en ce moment à des discours qui sont très compliqués, et vous verrez à la fin de mon exposé tout à l'heure que ce n'est pas facile à gérer tout cela en même temps. Commençons par être beaucoup plus humbles. L'arrogance est insupportable aujourd'hui d'Homo sapiens. Et vous allez voir que j'aurai 3 mots essentiels au cours de mon exposé ce soir. Humilité, c'est fondamental. Y compris les scientistes. On a quelques collègues chez nous qui sont pas tristes. En disant, je vais tout réinventer, votre biodiversité, j'en ai rien à cirer. Je reprends leurs mots. Donc, je ne fais demain que ma biodiversité à moi artificielle. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'instant? Ils ont changé un génome de bactéries en une autre. Le jour où ils m'auront fait un nouvel ADN qui n'existe pas dans la nature, qui code une nouvelle protéine qui n'existe pas, on pourra commencer à discuter, c'est pas ce qu'ils ont fait du tout. Puis j'oublie en plus que nos lois classiques du vivant, darwiniennes classiquement, vont s'appliquer aussi à des mécanismes qui sont vivants pour des bactéries qui auront été bricolées. Gardons notre humilité, partage, ça c'est une vraie question aujourd'hui, respect avec partage et harmonie. Et vous verrez que le système harmonieux, l'humain passe son temps en fait à le détruire. Alors l'harmonie est détruite dans la nature, un tsunami, un glissement de terrain, un très violent séisme, un impact de météorites, des rapprochements de continents. Mais elle revient, elle tend à y revenir par la suite. Il n'y a pas d'équilibre. Le mot équilibre, oubliez-le en écologie. Ou si équilibre il y a, il est tellement fugace qu'on ne le voit pas, il dure une fraction de seconde. Et chaque événement que vous créez ici aura forcément des répercussions ailleurs. Donc ayez ça en tête. Toujours, il se passe quelque chose parce qu'il s'est passé quelque chose avant. Ça, c'est fondamental. Et là, l'humain peut s'amuser effectivement à jouer aux dieux. Ici, on irrigue le désert ici en Jordanie, et puis on crée de la diversité biologique avec du vivant. Alors, n'oubliez jamais le monde des bactéries. Quand on parle de biodiversité, on pense toujours aux éléphants, on pense aux oiseaux. Vous savez, j'étais allé voir les oies blanches l'an dernier. J'étais un peu plus tôt ici, quand j'étais à Montréal. C'est fabuleux de voir ces oies blanches gérées par des sociétés de chasse, d'ailleurs, dans des champs de maïs. C'est intéressant. C'est une belle histoire de relation humain-nature. Ben non, c'est des bactéries. La Terre est une planète bactéries. Elle était, elle est, elle sera. Bien après qu'il y aura plus d'humains sur la planète, il y aura des bactéries. On a fait des sondages récemment dans des basaltes, pas loin de chez vous, sud du Groenland, 3 km de flotte. 1600 mètres dans les basaltes, il y a des fissures, il y a des bactéries. Le seul endroit où il n'y a pas de bactéries sur la Terre, c'est dans les laves de volcans. Donc quand on dit l'humain va détruire le vivant, on est absolument incapable. Ça, je vous garantis que ce n'est pas un problème. Le vivant, il va parfaitement perdurer après l'humain. Par contre, les éléphants, les hippopotames, ça c'est autre chose, effectivement. La vraie question, elle est là aujourd'hui. Ça, c'est une goutte d'eau de mer à Bagnous. Vous avez là des millions de bactéries et vous avez des milliards de virus dans une goutte d'eau de mer qu'on allume par des sondes moléculaires ici. On a des protozoaires, on a différentes variétés, on a des bactéries et des virus en quantité. Alors bien sûr, quand vous allez nager, vous en avalez. Quand on me dit la biodiversité, de toute façon, l'humain peut s'en passer. Foutaise, l'humain est incapable de s'en passer de la biodiversité. On en est rempli, j'en ai plein les oreilles, plein les cheveux. Mon collègue ici aussi, la jeune fille, en a plein les cheveux aussi et les oreilles là aussi. Vous avez des trucs partout, et on est beau quand même, je vous rassure. Ça c'est clair. D'ailleurs, on ne serait pas beau si on ne l'avait pas. C'est Hubert Reeves qui disait récemment, il n'y aurait rien de plus inhumain qu'un milieu uniquement peuplé d'humains. Il est rassuré, c'est absolument impossible. L'humain est profondément ancré là-dedans. On verra les réactions physiologiques de l'humain aujourd'hui pour des petits changements thermiques sont considérables. Si une espèce qui se croit sortie de l'écologie classique et qui thermorégule quand même pas si mal que ça. En hôpital, on a vu les gens arriver. En 2003 en France, 15 000 morts. En Russie, en 2009, 100 000 morts. On n'a pas parlé parce que c'est des virus. Mais c'est une histoire qui est terrible, en fait. L'humain, je vous montrerai des performances physiques tout à l'heure du marathon de Chicago. On est extrêmement liés. Je prends un facteur ultra simple, la température. Quelques degrés d'écart. Humilité. Alors, vous savez qu'un prix Nobel de chimie s'appelle Paul Crutzen a proposé en 2000-2002 un terme qui a beaucoup plu aux écologues, l'anthropocène. Alors, on voulait le faire voter par les géologues au congrès de Brisbane l'an dernier. Ils n'ont pas pris en compte, en disant, écoutez, c'est quand même trop récent, on aura du mal. En gros, ça serait l'histoire de la planète Terre, durant laquelle le plus puissant moteur de l'évolution du système n'est plus ce dont je vous parle tout le temps. Moi qui fais de la physiologie environnementale, c'est mon métier, la température, le sel de l'océan, la longueur du jour, ou la composition des sols ou de l'air.
Et c'est Steve Palombi, que vous connaissez peut-être, qui est un chercheur américain, un océanographe de la côte ouest, qui disait, dans un papier que j'ai beaucoup aimé, qui m'a bouleversé en 2001. Au départ, je suis endocrinologue. Hein, j'ai arrêté l'endocrinologie, je suis passé à ça. J'avais une mission, j'avais un devoir de raconter des histoires là-dessus. Et j'ai pris le muséum pour ça. Et il disait, pour la première fois, le plus puissant moteur de la machine aujourd'hui, c'est l'humain et son cortège d'activité, en incluant bien sûr ses animaux domestiques. Et quand on vient me dire après, parce qu'on va parler du déni tout à l'heure, bien sûr, on est fortement attaqué par soit la triche, je vous donnerai des exemples patents, hein, soit le déni. C'est pas vrai vos trucs, il n'y a pas de problème, on va s'en sortir, vous allez voir un petit peu. Il y a quelques scientifiques, il y a quelques scientifiques comme ça, hein, qui me disent de toute façon en France, hein, et ailleurs, qui me disent de toute façon, arrêtez d'inquiéter les gens. Je ne suis pas un catastrophiste, je n'ai aucune mission d'inquiéter qui que ce soit. J'ai un message à faire passer, je tiens à le faire. Si j'ai pris des positions que j'ai prises en France aujourd'hui, y compris au niveau du monde politique, c'est pour cela, c'est pour dire des choses. Donc Anthropocène, c'est l'idée intéressante, et c'est Robert Barbeau dans son livre en 2006 qui nous dit tout ça, que vous connaissez déjà. En fait, l'humain a une puissance de feu extraordinaire sur les modifications des écosystèmes dans lesquels il se trouve. Et l'humain contamine des zones où il n'est pas. Là où le pH bouge le plus, l'acidification dans l'océan mondial, c'est le Vanuatu. Ce n'est pas les pauvres Vanuatais qui sont responsables d'un pH qui est largement en dessous de 8,08 aujourd'hui, qui était à 8,18 il y a 30 ans. L'océan est 30% plus acide qu'il y a 30 ans. Il sera 50% plus acide à la fin de ce siècle. Le climat, c'est pareil. Le climat, de toute façon, on ne va pas arrêter les changements climatiques aujourd'hui. Mais il faut de très mauvaise foi pour dire que l'homme n'y est pour rien. Je n'ai jamais dit que tout est lié à l'humain. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a un papier dans le PNAS cette semaine qui est sorti, qui montre effectivement, une fois de plus, effectivement, l'impact des émissions de CO2. Et le CO2, pour le pH de l'océan, autant on pourrait discuter pour la température, pour le pH de l'océan, c'est totalement lié. On a des tas de stations qui nous montrent qu'il y a une corrélation immédiate, mathématique, claire, entre les émissions de CO2, l'acide carbonique dans l'océan, et cette acidité qui est en train d'augmenter dans l'océan mondial. Alors bien sûr, les grands moments. Quand est-ce que l'humain a cessé d'être un animal sur son environnement et est devenu un truc qui commençait à impacter? En fait, c'est le passage de l'humain animal à l'humain humain. Alors les grandes dates, c'est effectivement la domestication du feu. Les plus anciens foyers connus aujourd'hui, c'est 800 000 ans en Israël actuel. Ensuite, on a le néolithique. Alors c'est le baby-boom. Hein. On voit effectivement les femmes se mettre à faire beaucoup de bébés. Elles sont mieux protégées. Elles ne meurent pas systématiquement à la première mise au monde de bébés. On voit... En gros, on estime qu'on est 5 millions d'humains sur la Terre il y a 12 000 ans. 5 millions. Il n'y a plus que des homo sapiens il y a 12 000 ans. Parce que comme une des grandes découvertes de la science à la fin 20e, c'est qu'en fait, il y a eu pas mal d'espèces d'homo sur la Terre. Hein. Sur le seul gisement d'Atapuerca, à Burgos, en Espagne, il y en a au moins 4 qui succèdent sur 2 millions d'années. Donc, mais il y a 12 000 ans, il ne reste que Homo sapiens. On est tous interféconds. Hier, on survolait le sud du Groenland, hein, les Inuits que je peux effectivement faire rencontrer une Chinoise, un mâle Inuit avec une femelle chinoise, un garçon, une fille, ils ne bouffent pas la même chose, ils ne parlent pas du tout les mêmes langues, sont parfaitement interféconds. Il n'y a plus que Homo sapiens. Donc c'est intéressant. Et là, on commence en fait, alors on ne sait pas qu'est-ce qu'est la poule et l'œuf. Est-ce que c'est parce qu'on s'est arrêté, qu'on a commencé effectivement à élever et à cultiver, qu'on a fait beaucoup de bébés, ou est-ce que c'est parce qu'on a commencé à faire beaucoup de bébés que ça nous a obligés à nous arrêter pour cultiver et pour élever? On discute beaucoup. On a une très bonne équipe chez nous, c'est celle de Jean-Denis Vigne au muséum, qui s'appelle paléo, donc zoologie, ou archéozoologie et archéobotanique. Hein. On travaille beaucoup sur les îles de Méditerranée, nous. Ça s'intéresse beaucoup à Chypre, à la Sicile, à la Corse. Et là, on voit l'influence de l'humain, elle est patente. Sur les îles, c'est extraordinairement intéressant. Hein. En Corse, moi je peux dire, j'ai une grand-mère corse, sinon les Corses sont pas toujours contents. Hein. Quand l'humain arrive en Corse, il y a 8000 ans, il y a 6 espèces de mammifères, toutes bouffées. À part les chauves-souris. Les chauves-souris sont un peu spéciales. Toutes bouffées. Il y avait un lapin-rat, un truc gros comme ça, tout bouffé. Hein. L'histoire de Polyphème, le grand cyclope de Sicile, quand Ulysse arrive en Sicile, avec ce géant avec son œil unique, Polyphème, c'était un crâne d'éléphant nain qu'ils avaient trouvé. Il y avait 16 espèces d'éléphants nains dans la Méditerranée. Hein. Évidemment, ils avaient trouvé un crâne d'un éléphant. Vous imaginez un éléphant haut comme ça? Vous imaginez ça en laisse aujourd'hui à Québec? Vous avez un succès fabuleux. Hein. Bon, on l'a bouffé. Et Polyphème, on l'a bouffé. Il n'est plus là. Donc c'est vrai que on regarde beaucoup les micro-mammifères dans les îles et les macro-mammifères sont devenus petits. Il y a le nanisme des grands animaux, hippopotames et éléphants dans les Méditerranées, et au contraire le gigantisme des petits. On a des musaraignes à Bagnoul ici en Corse. La même espèce est beaucoup plus grande, effectivement, en Corse que sur le continent. Donc ça, c'est des questions intéressantes aussi. Et la troisième, bien sûr, c'est la machine à vapeur. En fait, la première locomotive, donc un peu avant la Révolution française, et là, on passe du cheval animal au cheval vapeur. Et tout va basculer, il nous faut du charbon et du pétrole. On finira là-dessus tout à l'heure. Vous verrez que les questions énergétiques, les questions d'eau, les questions de biodiversité sont extrêmement liées, bien entendu, aujourd'hui, et le climat qui change.
Et ça nous amène un petit peu aujourd'hui dans une situation qui est très compliquée. Et quand on me dit chez vous dans l'Arctique, ça fond, c'est génial, je dis certains, on peut avoir accès à du pétrole beaucoup plus, ils n'ont rien compris. On a des problèmes parce qu'on est dépendant du pétrole. Il faut changer, il faut passer à autre chose. Donc on revient aux questions d'énergie. Alors le nucléaire en France, vous savez qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Hein. Ici, on parle de beaucoup de choses, ici au Canada, bien entendu. Donc tout ça, ce sont des moments qui ont amené l'humanité à avoir cet impact sur l'environnement qu'il a aujourd'hui. Question posée par des collègues américains dans Nature, c'était en mars 2011. Est-ce qu'on est en train de vivre une 6e grande crise d'extinction liée à 4 raisons qui sont destruction et pollution. Ça, c'est la plage de Shanghai. Trouvez 20 cm² pour mettre votre grande toilette et vous aurez gagné, hein, sans marcher sur les trous de nez de la copine d'à côté, c'est pas possible. C'est la surexploitation, et ça, moi je me bats comme un beau diable en Méditerranée pour le bluefin tuna, le thon rouge, hein, c'est un vrai combat. Hein, ça fait 10 ans que je me bats pour le thon rouge. Il y a 10 ans, on a exterminé 83% des thons en 10 ans. Le thon valait, c'était des francs encore à l'époque, hein, on était en 98, le thon valait 18 francs, donc 3 € le kilo, allez, 3,5 $ canadiens, hein, il y a 15 ans. Aujourd'hui, vous êtes bien assis, il s'est vendu un thon à Tsukiji à Tokyo en janvier 2013, 1,38 million d'euros. Il s'était vendu à Banyuls en 2007, une femelle, toujours les femelles, elles sont de meilleure qualité, elles sont plus grandes, elles ont les lipides qu'adorent les gosiers japonais, 170 000 €, et là il s'en est vendu une en 2000, c'est avant Fukushima, janvier 2011, il s'est vendu une femelle de thon, 560 000 €, donc 100 € le kilo, des bêtes de 400 kilos, c'est foutu, comment voulez-vous qu'on les protège ? Des gens qui ne sont pas pêcheurs, des chasseurs de primes, à ce prix-là, ils vont partir. Et là, ça relance le débat qu'on a sur les pêches. Comment imaginer qu'un animal comme ça, qui est le pélagique complet, ces femelles, elles ont 23 ans. Elles ont l'âge des étudiants ici dans la salle, 23 ans, elles font 400 kilos, elles n'ont jamais rencontré de barrière matérielle. Elles n'ont jamais vu un fond d'océan, elles n'ont jamais vu une falaise, elles ont trop peur de rencontrer de l'eau douce, hein, elles ne supportent pas ça du tout. Elles ont une très grande surface de branchies, des grands consommateurs d'oxygène, peuvent dépasser 110 km/h en nageant dans la flotte. Michael Phelps, l'énorme type là, qui est aux Jeux Olympiques a eu 8 médailles, il nage à 17 km/h. Quand on me dit que l'humain est génial, je dis écoutez, ok, Usain Bolt, c'est un type fabuleux, j'admire, hein, 40 km/h, il court comme un chat. Voilà. Donc Phelps nage comme une carpe, et donc Bolt, il court à la vitesse d'un chat. Un lion, il va 2 fois plus vite, il peut atteindre 80 km/h. Je vois pas du guépard à 110 ou des grands marlins océaniques qui dépassent 140 km/h. Donc, moi, je ramène toujours l'humain un petit peu, j'essaie de baisser un peu l'ego. Et c'est vrai que l'humain a pris des vieux coups dans son ego il y a quelques années. Hein, quand on a séquencé les génomes humains, vous savez qu'au début, on avait dit 30 000 gènes. Maintenant, on est plutôt aux environs de 20 000. Hein, et ça, c'est impossible. On me dit, mais attention, vous déconnez, les scientifiques. Je n'ai pas que moins de 2 fois plus de gènes que la mouche. Ben si, c'est comme ça. Et ça, ils ne peuvent pas admettre. Hein. En plus, là-dedans, il y a des séquences virales, donc on est vraiment la résultante d'un truc. Donc, on n'est pas à part du système. Je me tue à le répéter. Hein, dans tous les débats, les conférences que l'on a aujourd'hui, on est dedans. On ne peut pas s'en passer. La surexploitation, c'est un problème dramatique. Les pêches mondiales, on peut les sauver. Autant sur le climat, bon, ça va être difficile. Simplement sur le climat, plus on prend du temps à prendre des décisions environnementales et plus on va en payer les conséquences longtemps. Mais on sait aujourd'hui que si on arrête les émissions de CO2, on a encore pour 30-40 ans, peut-être même un siècle de température élevée. Donc ça veut dire que là, on est dans une situation un peu compliquée. La troisième raison, beaucoup plus insidieuse, c'est la dissémination des espèces qui peuvent devenir invasives. Hein. Si je prends les plantes mondiales, en gros, on connaît 300 000 plantes sur la Terre. On a à peu près fait le tour. Les plantes, on en connaît bien. Hein. Et on pense qu'il y a beaucoup de synonymes dans les herbiers mondiaux. Hein. 300 000 plantes, 300, donc 1 sur 1000 pose vraiment un problème d'espèces invasives. Hein. Vous connaissez au Canada les jucines, la chassane d'eau, vous connaissez. Et le Myconia à Tahiti, c'est une catastrophe. Donc c'est vrai que ça pose pas mal de problèmes. En mer aussi, j'ai beaucoup de problèmes. Hein. Ça, c'est une petite microméduse qui vient de chez vous. Elle venait de Cape Cod. Elle est rentrée par un tanker en Méditerranée en 1980. 10 ans après, 1 million de tonnes de biomasse, elle nous effondre 40 000 tonnes de pêche à l'anchois. Donc que l'humain l'amène de façon consciente ou complètement inconsciente, on a des problèmes dramatiques liés. Ça, ce sont simplement des salmonella, des legionella dans des cuves de pétroliers géants. Ce truc-là s'appelle Alexandrium, c'est tout mignon, hein, petit dinoflagellé, petite algue marine. Elle émet une toxine qui vous tue un humain en 20 minutes. Et elle fait le tour du monde. On a typé des algues récemment à Hobart, en Tasmanie.
elles viennent de Méditerranée. Ce n'est pas le goéland du coin qui les a apportées. Hein. Vous voyez que cet humain est en train de transformer entièrement contre sa volonté. Il n'y a pas de volonté d'amener une algue toxique ou des streptocoques d'un coin à l'autre, mais on le fait en permanence. C'est la quatrième raison, c'est que la quatrième, c'est le climat qui change. Et le climat dans l'océan, ce n'est pas que la température, c'est aussi la remontée du niveau des océans. Et puis ces histoires d'acidification qui ne sont pas liées au climat, mais qui sont liées aux émissions de CO2, qui nous posent beaucoup de problèmes aujourd'hui. Donc regardez ces images, j'adore, parce que même ça marche chez un ministre. Hein. Alors c'est mes images que j'utilise pour les ministres, ça. Ça c'est un concours de pêche à Key West, en Floride. 1926, 57, 80, 2007. Et là, vous voyez, en fait, ça, je ramène toujours ça au mâle blanc européen devenu canadien américain, toujours le même. Hein. Il adore les gros trucs. Donc il pose, il faut qu'il pêche le plus gros truc, et là, il bombe le torse à côté, c'est génial. C'est très masculin, ça. Alors, la virilité, elle a pris un sacré coup, parce qu'en 2007, il gagne avec 240 grammes ici. Là. Alors ça, c'est terrible, parce que ces espèces, vous savez qu'elles grandissent toute leur vie. Donc le corollaire, ça veut dire qu'on les empêche de devenir vieux. Elles ne peuvent pas devenir vieilles, ces espèces-là, elles meurent, elles sont capturées. On a mis en coupe réglée tous les océans de la planète. Et vous, qui connaissez bien ici le cas de la morue, hein, on a pêché des pêcheries avec les Terre-Neuva, 500 années d'harmonie, détruites par quelques folies au début des 90s. Et c'est vrai que j'ai des photos de morue, regardez des photos de morue comme ça, ben, c'est foutu au Canada pour les faire aujourd'hui. Hein. Il y a eu des morues au début du 20e qui faisaient 150 à 200 kilos. La plus grosse, elle ne fait pas 50 kilos aujourd'hui. Donc vous voyez que là-dessus, il y a vraiment... Et sur la pêche, on peut faire quelque chose. Sur le thon rouge, là, on a fait des coupes drastiques depuis 2 ans en Méditerranée. On commence à avoir la ressource qui repart. Il y a un peu de recrutement. Et là, j'ai des jeunes thons de 20 à 40 kilos qui reviennent dans le golfe du Lion. Ils avaient entièrement disparu depuis 2004. Alors ça, c'est l'UICN qui nous dit, voilà, sur les continents, en 4 siècles, on a perdu 900 espèces. Et dans les océans, 18. Ça, c'est intéressant parce que récemment, j'étais à un colloque aux États-Unis où il y avait un type qui disait « Oui, les espèces disparaissent, les espèces disparaissent ». À la fin, ça m'a un peu énervé quand même. Je lui dis bah, « D'accord, dans l'océan, donnez-moi des espèces qui ont disparu dans l'océan. » Il m'a même pas cité une. J'en connais 18. Évidemment, je ne dis pas ça au ministre, parce que des espèces qui ont disparu en 4 siècles, de quoi vous vous plaignez? Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, évidemment. Hein. Ça vous montre que le taux d'extinction en mer n'est pas un bon critère. En plus, nous, scientifiques, il faut quand même être sacrément présomptueux pour annoncer formellement telle espèce a disparu de l'océan. Hein. Dans un petit cours d'eau, effectivement, ou dans un lac ou sur une forêt, je peux dire, mais pas dans l'océan. Et en plus, ce qui a disparu, c'est des oiseaux. Donc les oiseaux, est-ce que c'est marin vraiment? Oui, c'est pas des vraies bêtes marines, ils ne sont pas dans la masse d'eau. Il y a un mammifère, c'est la fameuse rétine de Steller, hein, cet énorme truc, la vache marine qui a été bouffée en quelques dizaines d'années en mer de Bering, entre la Russie et puis l'Alaska. Il y a un poisson officiellement déclaré disparu scientifiquement en 4 siècles, donc c'est rien du tout. Donc là, le vrai critère intéressant pour nous, c'est l'effondrement des stocks. L'esturgeon de Méditerranée a disparu. En ce moment, on voit des tas de groupes qui sont en train de... Bon, on parlait de la morue, mais ce n'est pas la morue mondiale, c'est la morue de vos gisements, effectivement, de Newfoundland. Ça va être le hareng de la mer du Nord. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et qui sont intéressantes. Alors maintenant, avec les ONG, comment on travaille? Qu'est-ce qu'il faut qu'on protège? Ça, et ça, on en parle tous les jours. De toute façon, ils me disent, moi, si je ne prends pas le tic, je suis foutu, parce que si mon emblème, c'est la libasse des Bermudes ou le moustique des Galapagos, j'ai plus un rond. Hein. Bon, alors d'accord, je veux bien, je serai le premier malheureux comme vous si disparaît le tigre de Sibérie, ou bien le panda, ou l'ours polaire, bien sûr. Ça, c'est l'esturgeon de Méditerranée qui est en train de disparaître. Donc nous, scientifiques, on se bat pour le vrac, hein, c'est ça. Même les puces, j'ai même mis une puce, vous voyez. Hein. Alors ça énerve des gens, mais c'est ça en fait, hein, c'est ça le vrac. C'est les orties dans le jardin, hein, c'est votre diversité que vous avez effectivement près de chez vous, c'est ça. Et puis tout ça, c'est lié à une espèce qui prolifère beaucoup. Hein, il n'y a pas que les parcs ici à Québec, hein, ça c'est ma plage à Banyuls, le 20 août de l'année dernière, où les humains adorent venir comme ça se mettre derrière sur la plage, il fait 27-28 degrés comme vous avez ici aujourd'hui, et puis on se met dans l'eau. Sans faire de mesure dans l'eau, je connais le niveau de streptocoques fécaux qu'il y a dans la flotte, hein, quand ces gens-là vont se baigner tout l'après-midi. Hein. Bon, et le type, il va économiser toute l'année, il est en Hollande ou en Allemagne, pour venir passer les mêmes 15 jours depuis 25 ans, dans le même endroit, dans le même camping, et retrouver le même collègue français. Ça, c'est des fantasmes d'Homo sapiens. Donc ça peut nous amener effectivement à réfléchir un petit peu sur ce qu'on fait dans ces considérations particulières. Alors, maintenant, revenons. Un papier dans Science, ça fait 2 ans, donc on nous dit effectivement tout fout le camp, hein, donc on montre effectivement comme les espèces marines sont en train de s'amenuiser, les espèces continentales, et là on est sur un système où effectivement depuis quelque temps on fait quand même pas mal de dégâts, parce que là on est sur un pas de temps qui est pas long, hein, c'est 35 ans.
On nous montre aussi qu'en matière d'érosion, c'est assez récent, j'adore les types qui sont payés pour faire ça. Moi, je trouve ça super sympa. C'est ici, effectivement, ce que la Terre érode depuis qu'elle existe, ça ne bouge pas. Hein. C'est ce que les vents, les océans, les tempêtes arrachent, en fait, aux montagnes, hein, au cours du temps. Et on montre que l'humain a atteint le niveau d'érosion mondiale vers l'an 1000, et que depuis, on est largement au-dessus. C'est une échelle logarithmique. Hein. Donc aujourd'hui, effectivement, on arrache beaucoup plus d'éléments au globe terrestre que ne le fait l'érosion classique. Et on lit dans ce même papier qu'aujourd'hui, on a calculé que, si je prends tous les mammifères, en gros 5000 espèces de mammifères sur la Terre, on a compté le poids de tous les individus de toutes les 5000 espèces de mammifères. On a fait un calcul, 90% de cette biomasse, ce sont les humains et leurs animaux domestiques, avec mes fameuses vaches que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Alors après, on me dit, l'humain n'est pas si impactant que ça, il faut quand même regarder un peu ce qu'on fait. Hein. On fait 90% de la biomasse des mammifères entre les humains et les animaux domestiques mammifères. Et on consomme, entre les humains et ces animaux domestiques, plus de 50% de toute l'eau disponible de la planète, alors qu'on a dit qu'on a 2 millions d'espèces connues et probablement 20 millions d'espèces connues. Donc il est peut-être temps qu'on réfléchisse, qu'on s'arrête un petit peu, qu'on regarde comment on peut changer. Je ne suis pas en train de prôner du tout des histoires de retour à quoi que ce soit, simplement je dis il faut qu'on réfléchisse et le changement il viendra. Alors on est tous d'accord pour dire qu'il faut changer. Même les hommes politiques me disaient à Rio, on était à Rio, oui il faut changer, parce que si on ne change pas c'est foutu. Ça on est tous d'accord. Maintenant comment change-t-on? Dans quelles conditions? Quand les économistes, il y a un article hier dans Libération de Costanza, vous vous rappelez, c'est cet économiste américain qui avait fait le papier en 97, où il a calculé donc en fait les services rendus par les écosystèmes qui étaient largement au-dessus de toute la somme de tous les PIB de tous les pays de la planète. Et il dit, dans ce papier hier, il dit en fait, il faut soit être un fou, soit être un économiste, pour imaginer effectivement que le système peut continuer tout le temps comme ça à grandir en fait, avec un PIB qui augmente, qui donnera un plein d'emploi. Ça n'a pas de sens. Dans une terre qui est finie. On en parlait tout à l'heure, on en parlait avec Nadia ce matin, des problèmes. Quand l'humain vit les grandes pestes noires au Moyen-Âge en Europe, et vit des effondrements d'économie, qu'est-ce qu'on fait? On vient vous mettre en coupe réglée. On va en Afrique, on va en Amérique, on va en Asie, on met la moitié des gens en esclavage. Aujourd'hui, on ne peut même plus faire ça, parce qu'on ne sait pas quitter la planète. Hein. On n'a pas l'énergie pour le faire. Donc cette ressource-là, elle n'existe pas. En plus, alors bien sûr, à un coût éthique et moral absolument monstrueux, qui est inenvisageable. C'est là qu'il faut qu'on revienne un peu sur nous-mêmes et que les empreintes écologiques calculées par le WWF il y a quelques années ont montré qu'un Nord-Américain, en estimant son coût environnemental à une surface agricole, en gros on était autour de 7 hectares, hein, le terrain qu'il fallait pour qu'il produise ses propres aliments et qu'il épure les déchets qu'il produisait, là quand on fait le calcul, il faut 3 terres. Ah. Alors du coup, mais ils sont tous très bons, parce que je vous montrerai un papier qui vient de sortir là, dans Neuroscience récemment. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, écoutez, dans ce cas-là, on regarde les pays qui sont à 1,8 hectares, qui est compatible avec 7 milliards d'humains, 2 à 9, et est-ce qu'on peut vivre bien de la façon dont eux ils vivent, et on regarde. C'est schématique, c'est pas inintéressant. Alors ça, c'est les papiers récents qui nous montrent que c'est quand même difficile, hein. Ça c'est en 2011 et 2010, hein. Tout va mal. La biodiversité en nombre d'espèces, elle s'en va. Il y a beaucoup de critères très intégrés pour mettre ça en évidence. Les pressions dessus augmentent. Les bénéfices que l'humain tire de la biodiversité sont en chute. Ça, c'est dans Science, ça, c'est dans Nature. Et on nous dit, on est en train de vivre effectivement, si on ne change pas, on va vivre une crise qui fera qu'en 542 ans, on correspondra à la définition d'une crise d'extinction. Ça veut dire sur un temps court, je vais revenir au temps tout de suite, on éteint les 3/4 des espèces. Alors c'est là qu'effectivement, entre le temps géologique et le temps de l'homme politique, c'est compliqué. Et tous les jours, je meurs à cela. Et une anecdote, c'est le député du coin à Perpignan qui m'aime bien. Il va à la pêche, il a un petit bateau. Et récemment, il me ramène un morceau de bois fossile qu'il a pris dans le fond de la Méditerranée. Il me dit, Gilles, je sais que tu aimes ça, je te l'offre. Ah je dis, c'est sympa, merci beaucoup, monsieur le député. Mais tu sais, c'est très très vieux. Je dis, oui, c'est super vieux, absolument. Hein. Et là, il va faire un effort. C'est très 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 vieux. Il va dire un énorme gros mot. Hein. Ça a au moins 100 ans. Et ça a 33 millions d'années. Vous voyez que c'est là que le débat est très difficile. Alors et c'est pour ça qu'au niveau des hommes politiques, on a quelques soucis. Et mon combat en France, il est là. Ils sont élus sur 5 km² pour 5 ans. Et là, on parle de choses qui intéressent la planète entière pour des temps extrêmement longs. Comment est-ce qu'on arrive à travailler là-dessus? Donc le changement, il est forcément beaucoup plus... Qu'est-ce qu'on peut changer? Des mentalités, des philosophies, des modes de vie. Dans ce monde fini qui est là, on ne peut pas continuer comme ça. Récemment, on a eu un débat extrêmement intéressant entre la France et la Chine. On aide les Chinois en ce moment, parce qu'enfin, le gouvernement chinois reconnaît les impacts environnementaux. Ça a quelques mois. Hein. Le barrage des 3 gorges, là, va avoir un impact mondial. On crée une mer intérieure, hein, avec une masse incroyable de flotte. Alors bon, tous les problèmes qui sont liés à ces énormes barrages aujourd'hui.
La pollution, je vais à Wuhan, qui est au centre de la Chine, parce qu'on cherche les derniers dauphins du Yangtze-Kiang. On fait des campagnes acoustiques, ils ne répondent plus depuis 2007. Depuis 2007, j'ai aucun dauphin du Yangtze qui nous répond. Ils sont partis dans l'indifférence totale. Ce dauphin du Yangtze, il vivait dans un fleuve, quand vous mettez votre main dans l'eau, vous ne voyez plus vos doigts, donc les yeux ne servaient à rien du tout. Il avait la plus fabuleuse écolocalisation jamais inventée par le vivant. Il est parti. Tout le monde s'en fout, il est parti. On me dit, vous savez, votre dauphin du Yangtze, on n'en a rien à cirer. Ouais, mais c'est le premier d'une très longue liste, en fait. Hein. Aujourd'hui, les associations chinoises me disent, c'est dommage, à quelques années près, on aurait pu le sauver, parce que nous, le monde associatif qui se met en place en Chine aujourd'hui, on commence à prendre de l'importance. Et j'aime beaucoup, quand je fais des conférences en Chine, mes étudiants chinois ont largement la maturité intellectuelle qu'on a au Canada ou en France. Ils sont très intéressés par ces questions-là, ils nous posent beaucoup de questions. Donc on peut espérer que ça va changer un petit peu, mais c'est difficile chez eux. Il y a quand même des zones dans le nord de la Chine où il n'y a plus aucun pollinisateur. Hein. Ce sont les femmes qui font le boulot, parce que les mecs, ils bossent pas, c'est comme partout ailleurs. Hein. Et les femmes pollinisent à la main, calculées, on l'a calculé, hein, 172 milliards d'euros par an, simplement pour faire le boulot des abeilles. Alors ça commence un petit peu à les embêter quand même. Alors ça, c'est simplement quelques images. Hein. Ça, c'est la frontière entre le Guatemala et le Mexique. On n'a pas enlevé la forêt, là, elle est partie. Alors les frontières au cours d'eau, hein, ça se voit. Hein. Ça, c'est Guélu, que j'aime beaucoup, qui nous dit ici, effectivement, que depuis qu'on a inventé la tronçonneuse, c'est facile. Hein. On enlève l'arbre en 60 minutes, la nature a mis 60 ans pour le faire pousser. Alors d'abord, tout fout le camp, on disait, ben voilà, ça c'est un beau papier dans Nature de Jean de l'INRA en France, travaille sur les arbres, et qui nous montre que sur les modèles climatiques. Vous savez, il y a 10 ans dans Nature, on adorait ces papiers-là, où on faisait un modèle de prévision de climat qui changeait, et on montrait comment on allait perdre le hêtre dans les Pyrénées, et comment on allait faire de la vigne à Paris, et faire du chêne-liège en Bretagne. Ça marche pas comme ça. 10 ans après, les arbres en montagne, ils arrivent à suivre à peu près le modèle. Enfin, le modèle est correct. Ils ne bougent pas en plaine. On voit même des arbres qui partent dans l'autre sens. Il y a un beau travail fait ici en Amérique du Nord, en Alabama, et puis en Floride récemment par des collègues américains. C'est une catastrophe. Les arbres n'ont pas à bouger. Ils aimeraient bien, mais ils n'ont pas le temps. En fait, ça va trop vite. Souvent, en fait, ce n'est pas les valeurs absolues qui nous embêtent, du pH de l'océan, de l'hypoxie, de la salinité qui augmente la température. C'est la vitesse du changement. C'est là qu'on a des problèmes. Est-ce que le vivant va suivre ? Et l'humain, on finira par l'humain. Très beau papier ici, fait grâce au sens participatif, j'en parlerai demain, où on fait un Nature Climate Change, il y a juste un an, grâce à 10 000 personnes, 1,5 million d'heures d'observation, et on montre qu'en 18 ans, les oiseaux européens ont fait 33 km vers le nord et les papillons 114. On y reviendra demain. Alors ça, c'est des modèles de climat, vous voyez que tout change, on montre comment effectivement les plantes changent, les récoltes de poires, on regarde les vendanges. À Banyuls, ça fait 1 mois d'avance sur 20 ans. On ne commençait jamais avant le 10 octobre. Aujourd'hui, au 10 août, on commence les vendanges à Banyuls. On se prive aussi de molécules d'intérêt, puisque si je prends que l'océan, que j'aime beaucoup, on sort 23 000 molécules de l'océan mondial aujourd'hui pour des produits cosmétiques ou pharmacologiques, antitumoraux, antibiotiques, antiviraux, anti-champignons, immunostimulants, tout ça. C'est clair que si la diversité s'en va, on aura du mal à aller les chercher, ça c'est clair. On sort des modèles pour la recherche fondamentale, et j'ai trouvé 13 prix Nobel de médecine acquis grâce à des modèles apparemment sans aucun intérêt pour les biologistes classiques qui connaissent que la souris transgénique et puis l'homo sapiens, quelquefois un peu la drosophile. Metchnikov, c'est l'étoile de mer, avec la phagocytose. Charles Richet, on fête cette année, je vais organiser une grande cérémonie à Monaco, c'est le seul prix Nobel monégasque. 2013, on fête les 100 ans du prix Nobel de Charles Richet, qui découvre à partir de venin de méduse le choc anaphylactique. Ce sera le 7 novembre cette année. Von Warburg, il est à Roscoff, il découvre les vagues calciques qui empêchent en fait un ovocyte de laisser rentrer un second spermatozoïde. Hodgkin Huxley, c'est le fabuleux prix Nobel sur la transmission de l'influx nerveux, grâce à un cadeau des dieux de la biodiversité qui font que, ne me demandez pas pourquoi, mais l'axone de Calmar est 1000 fois plus grand en section qu'un axone humain, donc c'est pas inintéressant d'avoir autre chose que la souris transgénique et l'humain. Candel, c'est les bases moléculaires de la mémoire, c'est grâce à une limace de mer. Timothy Hunt, c'est quand même la molécule clé du cancer, le couple cycline-kinase, prix Nobel en 2001 grâce à l'étoile de mer, encore un truc qu'on aurait jeté à la poubelle sans rien, ça se bouffe même pas l'étoile de mer, vous vous rendez compte? Et on trouve la molécule clé du cancer là-dedans. Shimomura, c'est des protéines de fluorescence verte de méduse. Vous me direz, c'est qu'un prix Nobel de chimie, mais c'est quand même pas mal, quand même. Hein. Et puis nos 3 collègues, Sostak, Elizabeth Blackburn et Carol Greider, ont le prix Nobel en 2009 pour travaux sur le vieillissement, sur un truc qui vit dans les flaques d'eau, qui ressemble à rien du tout, qui est un cilié, et qui s'appelle Tetrahymena. Donc c'est vrai que tout ça, quand je parle à mes collègues médecins qui me parlent de petit animal, pendant une journée, ils sont capables de parler de petit animal. Alors moi, j'imaginais le ver de terre, la limace de mer. Non, c'est que la souris transgénique. Vous voyez qu'il y a quand même du boulot. Hein.
Ça, c'est les travaux qu'on mène en ce moment sur les consommations d'énergie, hein. Charbon, pétrole, gaz, hydroélectricité, nucléaire, bois. Et on montre effectivement que on arrive, ça tire un peu sur la ficelle aujourd'hui. Ça, c'est le PIB, le fameux PIB. Comment on mesure le progrès? Le PIB d'un côté et l'âge à la mort de l'autre. Ça prend des sacrés coups. Ça, c'est la croissance du PIB en France, hein. On est mal, hein. Ça prend un vieux coup, hein. Et on montre maintenant, Costanza revient là-dessus, c'est intéressant ce qu'il dit ici. Il dit en fait aujourd'hui, on montre que le PIB, la croissance du PIB ne contribue plus à l'amélioration du bien-être aujourd'hui. Et il dit, celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer infiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Ne pas focaliser sur la croissance matérielle, mais sur le vivre mieux. Et tout est là, en fait. Et là, le débat est vraiment lancé. Nos critères de bien-être ne collent plus à la réalité. Vous allez voir qu'on prend des sacrés coups en ce moment, hein. Regardez ici, économie, démographie, la population, le PIB par habitant, on l'a bien augmenté dans les années qui sont passées là. Et là, c'est l'énergie consommée par tête de pipe, hein. Et plus on vit vieux, et plus on consomme de l'énergie. Il y avait un type qui fait une conférence récemment à Paris, il dit bientôt je vous ferai vivre 1000 ans, diantre. Je vous raconte pas, hein, l'économie sur l'énergie qu'il va falloir pour qu'on vive 1000 ans, en fait, hein. Et les gens croient. Défense de santé en France, dans le monde, mortalité infantile. Ça, c'est super intéressant, hein. On voit effectivement comment c'est réparti au niveau des différents pays. Alors, la mortalité infantile, c'est un bon critère, effectivement, de progrès qui a été beaucoup mesuré, qui repart dans l'autre sens en ce moment. Dépenses de santé, mortalité évitable chez les bébés, ça a été pas mal travaillé, ça aussi, c'est super intéressant. Vous avez des pays qui sont en difficulté, qui sortent ici de mon tableau. On a le Zimbabwe, Haïti. Démographie, espérance de vie, on arrive au taquet. Il y a 2 ans, les femmes japonaises ont perdu 3 mois d'espérance de vie. Les femmes d'ethnie blanche américaine ont perdu 2 mois. Pour la première fois l'an dernier en France, les Françaises perdent 2 mois d'espérance de vie. Les Russes ont perdu 19 ans d'espérance de vie sur 10 ans. Vive la vodka. Donc on est sur un système où quand il y a une dislocation sociale d'un système, ce qu'on croyait acquis, et qui nous montrait qu'on était si géniaux et si bien que ça, prend aussi bien sûr un coup. Ça, c'est des choses qui sont super intéressantes. Ça, c'est l'énergie par tête de pipe, quand effectivement avec la démographie de 7 milliards, je ne vous raconte pas. Et ce travail qu'on fait avec Toussaint, c'est de vous montrer aujourd'hui que depuis le XVIe siècle, on regarde la consommation énergétique ici, sur donc ces siècles-là, on regarde la démographie et on montre qu'en ce moment, l'espérance de vie est en train effectivement de diminuer. Donc on arrive sur un système où c'est plus compatible. Ça veut dire que les gains d'espérance de vie sont beaucoup plus faibles dans un tel système, en fait, où la consommation énergétique, dans un monde fini, est considérable par rapport à la démographie. Et tout tient à ce niveau-là, en fait, hein, de l'humain aujourd'hui. S'il veut expirer, alors moi je ne parle pas de disparition de l'espèce, pas du tout. Il y aura encore des humains dans 10 000 ans. Le problème, c'est que je parle même plus de bien-être, hein. Là-dessus, je pense que je parle et j'espère pas trop de mal-être. La question, elle est là aujourd'hui. Ça, c'est l'espérance de vie avec l'énergie, hein. Donc c'est vrai que là, bon, on a regardé en fonction des différents pays. Ça, c'est simplement les morts en France. Comment meurent les Français sur 50 ans? Comment ils sont morts en 2003? 2 degrés de mieux, hein, voilà. Sur un fait aussi simple que la température, dans un pays développé, face à des gens qui thermorégulent bien, eh bien, vous avez 15 000 morts. Ça, c'est la vague de chaleur en Russie, ici, là, voilà. 100 000 morts. Et là, je vous ai mis la composition d'eau de mer, au large du Saint-Laurent, là, qui est la même partout au monde. Ça, c'est votre sang à vous, en ce moment. Qu'est-ce que fait chez vous? Du sodium, des chlorures, de l'iode, du potassium. On est le reflet total de l'humain profondément imbriqué dans cette géodiversité antérieure, en fait. Alors pour finir, cette biodiversité, il faut qu'on la protège au niveau scientifique, qu'on l'étudie bien sûr, hein, il faut enrayer son érosion. Économique, hein, c'est absolument lié évidemment, bien entendu. Comment on valorise ces ressources, comment on les partage. Éthique, c'est fondamental. Pourquoi on se permettrait finalement en 3 siècles de faire disparaître les 3/4 des espèces vivantes? C'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose. Et puis enfin, social, parce qu'encore une fois, on est sur un système ici, tout ça dans les termes de la CDB, la Convention sur la diversité signée à Rio en 92. Ça veut dire que dès le départ, vous voyez qu'on associe étroitement les sciences de l'homme et de la société aux sciences, bien sûr, de la nature que vous connaissez bien. Alors on va travailler sur les gènes, hein, en ce moment c'est très à la mode, mais simplement pour vous montrer qu'il n'y a pas que l'ADN. Hein. Vous voyez ici que sur un tardigrade, quand c'est pas assez humide, quand il fait trop sec, ou simplement qu'il est dans des problèmes de température trop élevée, il perd sa tête, il perd ses pattes, il devient un truc qui ressemble à une graine et qui tient des siècles. C'est le même génome. Hein. Donc c'est super intéressant de montrer l'influence de l'environnement sur l'expression des gènes, avec toute l'épigénétique, et on revient beaucoup là-dessus. Et quand ces scientistes qui nous disent qu'ils vont refaire la biodiversité simplement à partir d'un alphabet à 4 lettres, on peut se poser des questions. Là, on clone en ce moment les espèces rares de la forêt amazonienne. Alors, ils ont quand même dit on ne va pas les relâcher dans la nature. Donc on va faire des zoos de clones, partout au Brésil.
Il y a de l'argent pour faire ça. Il y a un type ici qui est en train d'essayer de refaire un homme de Néandertal. Hein. Alors, j'avais quand même dit qu'il devrait démarrer par une limace. Déjà, j'admirais autant le type. Ça va pas marcher, évidemment. Supposons qu'il le fasse. On le mettra où après? Entre les bonobos et les chimpanzés aux eaux de Vincennes? C'est une vraie question. Hein. Donc, s'inspirer de la nature, beaucoup moins d'arrogance, s'inspirer des formes, des mécanismes, des relations durables, ce qu'on appelle le biomimétisme, ou bien la bioinspiration. Ça, c'est très important pour nous aujourd'hui. On travaille beaucoup sur ces questions-là. Il y a des vraies écoles qui se lancent dans le monde, beaucoup en Amérique du Nord, ça, en Allemagne aussi, ça vient en France. Et c'est ma dernière image. Donc, c'était la conférence de Paris, ses conclusions, le dérèglement climatique. Pour l'instant, on ne se met pas d'accord. Hein. La biodiversité, la santé publique et les pollutions. Alors, on travaille beaucoup en ce moment sur les relations santé publique-biodiversité. On voit le chikungunya qui arrive en France, hein, il est là. Le palu, on n'en aura pas. Mais par contre, vous savez, aujourd'hui, vous avez des gens qui attrapent le paludisme à Roissy tous les jours, hein, avec les centaines de milliers de vols qui vous amènent effectivement des moustiques parfaitement viables. Hein. Le tigre arrive en ce moment, il est à Marseille, il est en Corse. On va avoir du chikungunya partout. L'eau, j'en ai parlé un petit peu, c'est fondamental. Donc il faut une croissance autre chose que le PIB, la durée de vie, il faut trouver autre chose. Je pense que nos modes de mesure de la croissance sont plus bonnes aujourd'hui. Donc il faut changer en mentalité et trouver une gouvernance mondiale pour faire ça. Et je finirai en citant Sri Aurobindo, qui était un penseur indien, qui écrivait en 1915, en fait, alors qu'il n'y avait pas d'écologie à l'époque, il disait en fait, si l'humain a créé des conditions tellement fortes, tellement gigantesques, dit-il, de changement autour de lui, que pour s'en sortir, il faut qu'il change lui-même. Le vrai débat, il est là, bien sûr. Donc voilà, donc pessimiste, j'arrêterai là-dessus. Je garde quand même de l'espoir et je vous remercie pour votre attention.